C'est nickel, vous êtes à l'heure pour ce nouveau numéro de Plus ou Moins Geek, le seul magazine culturel qui revient sur 50 ans de culture geek, voire plus, en 52 minutes. Un petit chiffre pour ouvrir le bal, 1943, c'est la date de sortie du film vaudou I Walk with a Zombie, en français réalisé par un Français justement, Jacques Tourneur, et ça tombe bien, pourquoi ce titre ? Parce qu'aujourd'hui c'est une spéciale zombie, et oui vous nous l'avez demandé sur internet avec beaucoup de ferveur et nous avons répondu à vos appels. Et pour chroniquer autour de cette table, Mademoiselle RL, journaliste et photographe, Monsieur Laurent Kessy, romancier, Monsieur Sébastien Rassia, réalisateur, Monsieur Frédéric Molas, comédien, et Monsieur Rurik Salé, j'aime bien mettre des monsieur, madame, et tu fais plein de choses qui sont très intéressantes, comme compositeur, comédien, journaliste de talent. Nous enchaînons aussi avec François qu'on retrouvera un tout petit peu plus tard depuis chez lui. Quand on parle de talent, il y a forcément du François. Allez, sommaire. Aujourd'hui, c'est une spéciale zombie. Ça va saigner. Vous découvrirez la série télé Dead Set, le comic book Crossed, la suite des aventures de Frank dans les coulisses de Plus ou Moins Geek, le film Tokyo Zombie, le jeu vidéo DayZ, une pause moins sanglante avec l'interview d'un des docteurs de Doctor Who et le talent web Mr. Tell. Retour aux zombies avec le jeu Z-Corp, une enquête sur les zombie walk et enfin l'incontournable shopping list. David, c'est à toi. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur ce plateau, nous risquons notre vie. Rubrique série télé avec David. Parce que la série que je vous ai choisie, c'est une série qui a été diffusée sur une chaîne qui n'est pas extrêmement connue en France, c'est E4, c'est donc une chaîne britannique, pour une série qui se déroule en 2008, et je vais vous montrer quelques images. One house. Une maison. 12 contre le stand. Un quarter Stelzens. Ah, mais oui! Pour cette spéciale zombie, j'aurais pu choisir Walking Dead. C'était peut-être un peu trop facile. Moi, le vrai choc que j'ai eu en série de zombies, c'est Dead Set. Je vais vous repitcher Dead Set. Et pour vous pitcher Dead Set, il faut que je vous explique ce que c'est qu'une assistante de production. Je vais faire venir la nôtre. Esther, si tu veux bien venir. Tout de suite, messieurs, dames, une assistante de production. Une vraie. C'est bon, tu peux partir. Tu ne seras pas payé plus pour cette prestation magnifique. Voire moins. Dead Set, c'est donc, on va suivre une assistante de production qui travaille dans Big Brother. Donc, je précise bien que c'est une série. Et vous allez voir après les interconnexions qu'il y a. C'est donc une assistante de production, ils sont dans la préparation du prime, parce qu'il va y avoir un candidat qui va sortir. Donc tout le monde est vraiment à l'affût sur les écrans de caméra, les retours caméra dans les régies. Mais personne ne fait attention à un petit écran de télé qui est posé dans un coin et qui passe des images de Londres et de Grande-Bretagne où il y a des émeutes. Et petit à petit, c'est pas une émeute, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de prolifération de zombies. Donc tout le monde est focalisé sur cette préparation d'émission. On va suivre cette petite assistante de production, on va suivre d'autres personnages. Il y a un producteur ripou qui exploite les gens, un petit peu comme le nôtre, on peut le dire. Et voilà, et les zombies vont avancer et arriver finalement aux portes du loft, et les derniers qui sont en sécurité, puisque eux ne peuvent pas sortir de leur truc, et qui se rendent compte en dernier qu'il y a une infection de zombies, et ben c'est les participants du loft. Donc c'est vraiment hyper étonnant, c'est une série qui est très trash. Je vais vous décrire une petite scène qui pour moi est une scène emblématique et culte. Tu as l'invasion de toutes les coulisses du show par des infectés, sauf que les candidats à l'intérieur ne se rendent compte de rien. C'est-à-dire que pour eux, le brouhaha qui est dehors, c'est la foule en délire qui les attend. Et à un moment, ils se rendent compte que les caméras bougent plus. Quand ils se déplacent, les caméras intérieures les suivent plus. Ce qui est assez fascinant, c'est que qui a produit cette série ? Eh ben c'est Endemol, c'est le producteur du Big Brother anglais. Et les comédiens, c'est tous des comédiens qu'on voit dans la série, sont tous inspirés de vrais candidats de Big Brother. Et il y a une scène incroyable où tu as une sortie de candidat
C'est au tout début de la série et tout le monde filme avec son téléphone portable, donc personne ne voit les zombies qui arrivent. Et cette scène du film a été tournée pendant la vraie sortie d'un candidat pendant Big Brother. Donc c'est assez génial. C'est très premier degré. Combien d'épisodes ? Ça pourrait être un long métrage. Ils ont découpé un premier épisode de 45 minutes et puis après c'est des épisodes de 20 minutes. Je ne sais pas si c'est une série, une mini-série, un long métrage qu'ils ont découpé en morceaux, mais c'est assez fascinant. Le mec qui a réalisé ça, qui l'a créé, c'est Charlie Brooker, dont le nom était inconnu jusqu'à peu, puisque début 2013, il a fait une série qui fait grand bruit en Angleterre qui s'appelle Black Mirror, dont je vous parlerai peut-être. C'est vraiment incroyable. Alors il y a un côté bof, c'est le côté Shaky Cam. C'est cette caméra, vous savez, qui tremble à chaque fois qu'on court partout. Cloverfield, tout ça. Voilà, exactement. Ça fait 1 million de spectateurs, ce qui est très bien. Et pour finir là-dessus, il y a un truc qui est assez étonnant, parce que c'est produit par Endemol, mais c'est pas la gloire de Big Brother, parce qu'à un moment, t'as un plan où t'as un zombie qui s'approche et qui regarde les écrans de contrôle des candidats et il reste scotché à cet écran comme nous on peut rester scotché sur ce genre de type de programme. Ça c'est Zombie de Romero. Hein. C'est à ça que servent les zombies de toute façon, à refléter ce qu'est l'être humain en le rendant pire. D'ailleurs, moi ça me fait penser à deux trucs. Ça me fait penser d'abord à la scène de Shaun of the Dead où en fait ils sont dans un pub, ils sont assiégés de zombies et en fait tout est tourné comme une comédie musicale. Oui. Et en fait t'as les zombies qui c'est un peu la foule en délire, c'est un petit peu le clin d'œil. Et ça me fait penser à un autre truc qui s'appelle Pontypool. Oui, génial. Avec ce mec qui fait une émission radio et tu comprends qu'à l'extérieur du studio, ce que tu ne vois jamais, il y a une espèce d'apocalypse. Avec un pitch démentiel. Une émission de radio où le virus, c'est la parole. C'est une idée formidable. Ouais, c'est incroyable. En tout cas, voilà, Dead Set, c'est contrairement à Walking Dead, qui pour moi est une série avec vraiment des hauts et des bas. Dead Set, c'est un petit concentré, c'est un vrai petit. Qu'on en parle plus parce qu'on en parle beaucoup moins que Walking Dead. Voilà, heureusement qu'il y a notre émission pour en parler. C'est grâce à nous. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment est faite cette émission, vous allez retrouver Franck pour un inside dans un grand événement geek. Je vais faire la liaison, ça sera un petit peu mieux. Et on se retrouve juste après. Plongez au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Comment se fabrique une émission de plus ou moins geek, les amis? C'est la question du jour. Bon, moi, on s'en fiche, mais l'émission avant tout. Suivons Franck dans les coulisses du show. Ambiance. Est-ce qu'il y a un public de folie? Il y a Jean-Louis. Geek, définition. Groupe européen des emmerdeurs chaotiques. Je suis Jean-Louis Sonzoni et je suis le directeur de la photographie de l'émission. C'est un travail que personne ne connaît, souterrain, caché derrière, dans l'ombre et tout ça, mais je suis peut-être moi dans l'ombre, mais je mets les gens en lumière. Voilà. C'est une synthèse entre un travail technique et un travail artistique. Ah, c'est joliment dit. Ah non, si, c'est joli. En parlant de joli, allons voir celle qui rend nos chroniqueurs moins moches à l'écran, parce que bon... Voici la douce Karen. En quoi consiste le métier de maquilleuse sur un plateau de tournage? Le maquillage, c'est avant tout pour que les gens soient présentables, les bonnes mines, les pâtes brillantes, soit parfait quoi, à l'écran, c'est très important. Comment trouves-tu l'émission plus ou moins geek en général? Comment le vis-tu en fait? Complètement pourri, je trouve les gens complètement détestables, surtout toi, vraiment, je vous raconte même pas quoi, c'est une catastrophe. Bien joué Fred. Allons interroger Seb. Ah non. Erel? Ah non plus. Non. Rurik? Pourquoi t'es là? C'est cool, est-ce que tu le vis bien? Oh, c'est super, moi, tu vois, ça redonne un sens à ma vie. J'étais un peu perdu, j'étais un garçon qui était dans la violence. Et j'ai découvert le père Fressinox qui m'a dit « Je peux te sauver » à travers la culture. Autre gimmick de l'émission, le gonzo de la honte. Gonzo de la honte est une création. Savez-vous d'où vient le gonzo de la honte? Simplement parce qu'on ne trouvait pas un moyen pour ne pas cautionner les blagues de mauvais goût que certains pouvaient faire. Donc voilà, on a créé le gonzo de la honte. Et voici le prix du meilleur gonzo de la honte. Et à la fin, on a un twist, pas à Saint-Tropez, mais un twist sur l'identité donnez-moi ça. On réagit sur le twist à Saint-Tropez. Il faut éviter de manger trop de beurre parce que c'est gras, mais il ne faut pas non plus ne pas en manger. David, dis-nous comment est née l'idée de l'émission. L'idée, c'était vraiment de réunir plein de chroniqueurs qui étaient des experts en leur matière. Pas juste un journaliste à qui on dit tu vas faire un sujet là-dessus, mais vraiment d'avoir des chroniqueurs qui étaient, qui venaient du cru, du terroir. Vous voulez savoir ce qui se passe derrière le décor? Voici la nounou de l'émission. Donc nous sommes avec Nicolas Jacob, le régisseur de Plus ou moins geek. Qu'est-ce qu'un régisseur? Que fais-tu là? Pourquoi? Où? Quand? Comment? Avec qui? Jusqu'où? La régie, c'est s'occuper des gens, s'occuper du tournage, s'occuper de toi, s'occuper de tout le monde. Donc c'est de la logistique, mais concrète, quoi, disons, c'est sur le terrain. Hier, j'étais à Strasbourg et donc voilà, il faut 4 heures de route parce que le seul loueur qui avait encore du matos, c'était à Strasbourg. Donc hop, un petit aller-retour. Ça arrive aussi, ouais. J'attends de revenir dans cette équipe qui est vraiment sympa. T'aimes surtout toucher le crâne de Rurik, hein, c'est ce que j'ai entendu dire. Alors Rurik, j'adore. Surtout son crâne.
En exclu, découvrez le maître à danser de David. On est d'accord que ma caméra principale, c'est Jean-Louis, c'est pas la grue, hein. Ouais, mais lui, il fait pas la danse de l'épaule, alors nous cassez pas les... Il est temps d'aller voir la seule fille du plateau à qui on doit le recrutement de Stéphane. Moi, je suis contente, Steph, reviens ici. Je suis contente d'avoir fait adopter mon petit Steph. C'est bien. Wouhou. On s'aime tous, c'est trop bien. Voilà. C'est nul. Non, bah, c'est bien. C'est nul. Non, par contre, c'est vrai que Franck, bon, c'est un petit peu la tache noire sur le tableau. Bon. Et comment t'es arrivé du coup dans l'émission Plus ou moins geek? Alors, bah dis-le si ça te saoule mes questions. Non, j'ai reçu un mail de David via le site que j'avais en collaboration avec d'autres personnes. Et il a dit on cherche des chroniqueurs pour une émission, blablabla. Et puis moi j'étais dans un boulot pourri, donc j'ai fait ouais, comme c'est ma formation, ça tombe bien parce que ça m'évitera de faire un truc qui n'a rien à voir avec ce que je sais faire. Et donc voilà, j'ai répondu et puis j'ai envoyé mon CV comme les gens normaux. Et en fait mon CV il était hyper trop classe. Donc Nico enfoiré. Ils sont tous derrière en train de faire n'importe quoi. Tu peux même les filmer comme ça, ils seront fichés. On sait, c'est eux. C'était quoi cette danse de merde? Bonsoir à tous, nous sommes au gîte de Plus ou moins geek qui se situe à 30 minutes du plateau et c'est ici qu'il y a plein de chroniqueurs ou même de techniciens qui mangent, qui dorment, qui vivent. Mais on va retrouver les personnes qui sont en bas et qui sont prêtes à manger. Un petit mot, Frédéric Molas? Merci beaucoup. Regardez-moi ce crâne, il est assez hors du commun. Et en fait, on voit jamais l'arrière du crâne de Rurik. Sébastien, mon comparse de vanne, on se comprend bien, notamment quand on chante The Wheel in the Sky keep on turning. Mais que fait-il tout seul? Est-ce qu'il faut qu'on aille le voir? Tout le monde est fou. C'est quoi, c'est pour France 3? Et moi, je vais aller partir avec le caméraman dans ma chambre parce qu'il est fort mignon. Oh là là, que calor! Tu viens? Voilà, Franck, on retrouvera pour le dernier numéro de cet Inside dans la prochaine émission. Et on enchaîne tout de suite avec Fred et Zeb. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. C'est une spéciale zombie, je mets des Z. Des zèbres. Oui. Fraise et zèbre. Moi, je vais vous parler de DayZ. En fait, DayZ, c'est Ah bah c'est la même chose que je disais juste avant. Ouais, je sais, en même temps, DayZ, le jour des zombies. C'est un mode donc, c'est-à-dire c'est une extension. Là, en l'occurrence, ça a été fait par un fan. Mode d'un jeu qui s'appelle Arma 2, qui est Armée d'Assaut, qui est en fait un simulateur de guerre terrestre, donc c'est un TPS, FPS. Ou un TPS, alors là tu m'as perdu. TPS, alors sur third person shooter ou FPS, third person shooter. Parce que là, il y a les deux, tu peux alterner entre les deux modes de vue en fait, donc c'est un peu les deux. C'est quoi le mode de vue third person shooter? On voit ton personnage en fait. Tu vois ton personnage de dos et de loin, voilà. Ce jeu, en fait, c'est un simulateur de guerre terrestre qui se passe dans une ancienne république soviétique, le Tchernat russe. On va voir quelques images du jeu. Qui est sorti en 2012, début d'année dernière. En 2012, hein, oui, c'est voilà. ça. Et qui va devenir un standalone, c'est-à-dire qu'il va être vendu seul. Ça, c'était ma conclusion, merci. Désolé. Donc, tu veux qu'on lui donne le compte de la honte, peut-être, parce qu'on peut le faire. Hein. Non. Ah bah écoute, il était au chaud. Donc vous voyez, en fait, ce sont des images... Ah là, c'est FPS, ouais. Voilà, là, c'était un FPS, tout à l'heure, c'était en TPS. Donc ça se passe exactement dans le même monde que Arma 2, sauf que c'est la chose suivante. Si vous arriviez un jour sur une île qui est remplie de zombies, qu'est-ce que vous feriez? Vous n'avez qu'un flingue, vous avez une boîte de haricots, vous avez une gourde vide. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi je sais, c'est-à-dire que je mange le flingue et je leur jette la boîte de haricots. C'est clair. Donc voilà, concrètement, en fait, le jeu commence comme ça, c'est-à-dire vous débarquez sur une plage, vous ne savez pas où vous êtes, vous n'avez pas de carte, vous n'avez pas de boussole au début, vous n'avez rien pour vous indiquer, quoi que si vous avez une carte, en fait, j'ai des conneries, mais vous n'avez rien pour vous indiquer. C'est une carte de métro, donc ça sert à rien. Il n'y a pas de minimap qui vous dit, attention, vous êtes ici. Je veux dire, par exemple, tu as juste une carte de la région, et si tu veux savoir où c'est, ben, par exemple, il faut aller à l'entrée des villes, tu as un panneau qui t'indique le nom d'une ville, alors tu sors la carte et tu regardes où est-ce qu'elle est la ville, machin. Et donc, tout le but, c'est un survival game en fait. Le jeu, c'est de trouver de la nourriture, de trouver de l'eau, de trouver des armes, de rencontrer d'autres joueurs qui vont ou te tirer dessus ou t'aider, de former des groupes de survivants. Et après? Et de survivre, tout simplement, parce que le monde est infesté de zombies en fait. Ça, c'est le jeu tel qu'il aurait dû être. En fait. Ah, ouh, il va y avoir une déception. Voilà, parce qu'il y a un mais, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de cheaters sur ce jeu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cheaters? Des tricheurs. Voilà. Donc le temps, au Texas, on l'est pas, le temps a passé un peu. Maintenant, les joueurs se sont suréquipés.
Et du coup, en fait, ce qui était à la base un survival game, donc les zombies qui étaient vraiment le danger du jeu, est complètement passé au second plan finalement. Tout le monde se tue entre eux, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, maintenant, tu as tous les joueurs qui se tuent entre eux. Parce qu'avant, tu pouvais différencier les PK, c'est-à-dire les tueurs de joueurs, des joueurs qui jouaient survivants. Maintenant, en fait, tout le monde a le même skin, ce qui fait que tu peux pas différencier... La skin, c'est l'apparence du personnage. Voilà, tu peux pas différencier un personnage amical de quelqu'un qui va te tirer dessus dans le cul dès que tu auras le dos tourné. Quoi. Ouais, donc c'est plus réaliste, quoi. Parce que... C'est plus réaliste, c'est vrai, mais du coup, c'est plus pute aussi. Quoi. C'est un peu, en même temps, tout ça peut être corrigé vu qu'ils sont en train de développer le standalone, donc peut-être... Ça détourne le but du jeu, mais en même temps, c'est beaucoup plus réaliste. Alors, il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans ce jeu, c'est des trucs tout con, mais par exemple, quand tu parles dans le jeu, tu parles via le micro, il n'y a que les gens qui sont à côté de toi qui t'entendent. Ça, c'est bien. Du coup, par exemple, si tu t'éloignes, voilà, si tu t'éloignes, si tu vas faire le con, que tu pars tout seul en faisant n'importe quoi, du coup, tes amis ne t'entendent plus. Mais comme tu disais, ils sont en train de faire un standalone, c'est-à-dire ils vont faire un jeu à part, qui ne sera pas une extension de notre jeu. Et donc, j'espère que là, les zombies auront un peu plus de couilles, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, les zombies sont c'est vraiment un danger secondaire par rapport aux joueurs. Quoi. On va faire une petite parenthèse dans ces spéciales zombies, parce qu'on a rencontré un des comédiens de Doctor Who. Alors ça, je pense que ça va en intéresser plus d'un, et on se retrouve juste après, avec du sang et des morts vivants. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Vous connaissez certainement Doctor Who, du moins de nom. Au mieux, vous avez tous les coffrets que vous regardez en boucle. Mais Doctor Who ne commence pas en 2005 avec la version de Russell T. Davies, mais bien en 1963, ce qui en fait l'une des séries les plus longues de l'histoire de la télé britannique. Et ce, malgré quelques pauses. Le Docteur sera incarné par différents comédiens et justement, nous avons rencontré, rien que pour vous, Sylvester McCoy, 7e incarnation du Docteur de 1987 à 1989 et récemment à l'affiche de The Hobbit. Ça le fait, non? Et écoutez-moi cette maîtrise des langues. Show me. Oui, je suis Sylvester McCoy. What can I say? Sylvester McCoy. In a Scottish accent? Ich bin ein Sylvester McCoy in a German accent. Qu'est-ce que cela fait de devenir un docteur? Ce que cela fait de devenir un des docteurs? Oh, j'ai détesté l'idée. J'ai dit non, laissez-moi tranquille. Mais ils m'ont poursuivi, ils m'ont torturé. C'était génial. C'est un des grands rôles iconiques. Mais la décision finale a été difficile à prendre. Parce que ça chamboule une vie, vous voyez. Mais je suis ravi de l'avoir fait. Certains furent perplexes, parce que ma carrière à la télé jusqu'alors concernait surtout les enfants, la comédie. Mais c'était mon travail à la télé. Mon travail au théâtre était complètement différent. Ceux qui ne le savaient pas s'inquiétaient. Ils pensaient que je manquerais de sérieux pour jouer le rôle du docteur. Ils se trompaient. Que pensez-vous des autres docteurs? J'adore les docteurs du 21e siècle. J'en suis un du 20e siècle. Je voyage dans le temps, mais je les aime beaucoup. Christopher Eccleston a relancé le personnage. Je l'ai trouvé génial. Il a fait revivre le docteur. J'adorais l'idée qu'il soit un docteur de la classe ouvrière. Ce n'était pas un Anglais de la classe moyenne. Ce que je ne suis pas, je suis écossais. Mais il était très bon, j'étais triste de le voir partir. Je trouve Matt Smith génial aussi. Quand j'ai appris que c'était cet enfant qui allait jouer le docteur, j'ai pensé « Oh non, il faut qu'il soit âgé !» Car à la base, il est âgé. Et il me semblait important qu'il soit vieux. Parce qu'on a des tas de super-héros qui portent leur slip par-dessus leurs pantalons et qui sont pleins de muscles. Mais le docteur est un vieux monsieur qui se sert de son cerveau. Alors je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de Matt Smith. Mais maintenant que je l'ai vu, je le trouve super. Loin à l'est, par-delà des monts et des rivières, se dresse un pic solitaire. Les nains sont résolus à reconquérir leur terre. Hey, monsieur Bilbo, où allez-vous comme ça? Je pars pour une aventure! Comment a commencé votre aventure en Terre du Milieu? Il y a 10 ans, j'étais en lice pour le rôle de Bilbo dans Le Seigneur des Anneaux, comme des centaines d'autres acteurs qui ont passé des essais. Et ils en ont pris 2, dont moi.
C'était donc moi ou Ian Holm. Malheureusement, il ne travaillait pas cette semaine-là et il a eu le rôle. S'il avait travaillé, j'aurais eu le rôle. Mais heureusement pour moi, je ne l'ai pas fait. Car Peter Jackson m'a dit que j'ai eu un plus gros rôle dans Le Hobbit que j'aurais eu dans Le Seigneur des Anneaux. Une puissance maléfique a trouvé un moyen de revenir dans le monde. Justement, comment s'est déroulée la collaboration avec Peter Jackson? Oh, génial, il est très gentil. Une partie du boulot de réalisateur est de créer une bonne ambiance. Et il y parvient très bien. Sur le plateau, tout le monde est prêt à tout pour lui. Il travaille beaucoup également. Et il aime tout contrôler, dans le bon sens du terme. Il veut tout contrôler, créer son propre monde. Il sait exactement ce qu'il fait dans sa tête. Mais il le fait avec tellement de charme, d'humour et de gentillesse. Comment vous êtes-vous préparé pour le rôle? Lorsque j'ai enfilé mon costume, je me suis regardé dans le miroir. Et Radagast le Brun est arrivé doucement. Je ne me prépare pas, je me fie à mon instinct. Je ne suis pas un acteur de la méthode. J'y vais à l'instinct. Je plonge sans trop réfléchir. Je saute et je m'envole. Ou je tombe. Parfois je suis tombé, mais en général, je saute juste de la falaise. Tiens, c'est drôle, mais Ian McKellen travaille de la même façon. Il ne sait jamais ce qui va se passer. J'ai travaillé avec lui au théâtre et j'ai remarqué ça. On arrive sur scène sans savoir comment on va jouer. On va sur scène et ce qui doit sortir, sort. C'est ce qui rend tout ça vivant. Avec la présence de Sylvester dans les batailles de The Hobbit, je suis rassuré, il y avait donc un docteur sur place. Ok, je sors. Peut-être qu'il nous faudra 20 ans pour le faire, mais nous aurons tous les docteurs un jour dans cette émission, on les passera tous en vue. Cette fois-ci, on va aussi passer à un autre docteur, notre docteur en littérature. Rubrique BD et romans, avec Laurent. Et quoi de neuf, docteur? Pouf, pouf, pouf. Donnez-moi mon Gonzo, s'il vous plaît. Oui, là, je pense que tu as même le droit au gobelet, en fait. J'ai le gobelet, Gonzo. Vas-y. J'ai envie de te repiquer une phrase, David. Tout à l'heure, tu as dit que ça aurait été trop facile de parler de Walking Dead, série télé. Pareil, Walking Dead, c'est tiré d'une BD, d'un comic book. Ça aurait été trop facile de parler de Walking Dead. Ceci dit, on va quand même regarder un petit bout le fourbe du générique où c'est la bande-annonce de Walking Dead, la série télé. Ce comédien... C'est un jeu qui est génial, d'ailleurs. Le jeu Walking Dead est absolument fantastique. Tu m'as dit qu'il était bien, ouais. Il est génial. Qui n'est pas directement inspiré ni de la série télé, ni des bouquins. Alors, juste pour vous rappeler que la série télé, le comic book Walking Dead, c'est un énorme carton, même en France, ça vend des millions d'exemplaires. Étonnant pour un truc en noir et blanc sur lequel on misait pas beaucoup. C'est quand même très très bien le comic book Walking Dead. Du tout, là, parce que c'est vraiment l'aspect survie aussi qui est mis en avant, c'est vraiment comment les humains interagissent. Dans le comics, j'avais cru comprendre que justement c'était plus l'aspect psychologique entre les personnages qui mais c'est aussi ça dans le grand mystère de la vie, c'est que tu dis depuis tout à l'heure tu veux pas en parler. Et justement, j'arrête d'en parler, on va parler de Crust. Crust qui est une série encore plus folle. À côté Walking Dead, les mecs ils sont en vacances, ils sont en pique-nique quoi. Crust, alors je vais reprendre ton terme d'infecté. C'est pas vraiment des zombies, c'est des infectés. Ouais, je pique des trucs. Tu vas m'en reprendre aussi. Ouais. C'est-à-dire Crust, ça vient de la croix qu'ils ont sur le visage. Ils ont une espèce de croix rouge comme ça quand ils sont infectés et ils se refilent l'infection par les fluides. Donc les fluides, c'est-à-dire qu'ils peuvent mordre, ils peuvent et comme ils sont intelligents, ils ont d'autres moyens par les viols. Ils se masturbent sur des balles et après ils tirent sur les mecs. Ah, c'est incroyable. Voilà, oui, parce que moi il y a toujours un truc qui m'a choqué dans les films de zombies, c'est que ça se passe par la contamination du sang, mais des fois les mecs ils trucident un zombie, ils sont couverts de sang. Le mec il devient pas un zombie, c'est le non. Dans les bons films, ça les transforme. Dans 28 jours plus tard, je crois, ou dans 28 ans, qui rentrent dans le Donc dans Crust, c'est ça. Et comme les infectés donc sont intelligents, qui parlent, intelligents, c'est un bien grand mot. Ils ont encore un cerveau en état de marche et ils sont complètement fous, donc ils pratiquent le cannibalisme, ils se tuent entre eux, ils se démembrent, ils violent, c'est complètement fou. Et c'est une série d'un type dont je vous avais déjà parlé
quand j'avais parlé de Preacher. Vous vous souvenez de cette série Preacher? C'est Garth Ennis, le même scénariste néerlandais, qui a écrit ça et c'est dessiné par Jason Burrows. Et il y a eu plusieurs séries comme ça. Lui, il a fait une série. La première Crust, et puis après il y a eu d'autres scénaristes qui ont repris parce qu'il avait plus trop d'idées, il savait plus quoi raconter, et à chaque fois les personnages meurent quoi. À la fin de la série, il reste plus grand monde. Donc c'est vraiment encore plus vénère. Alors je voulais vous montrer une scène parce que quand il y a la contamination, comme les mecs ont quand même pas complètement perdu l'esprit. Ils ont perdu l'esprit, mais ils sont encore conscients de leurs gestes. Quand ils sont contaminés, les pilotes d'avion, par exemple, se crachent dans les villes. Voilà, donc en un jour, le monde est déjà fini. Et il y a une scène géniale. On ne peut pas la montrer à la télévision. Alors je vais vous la montrer et on va juste pouvoir montrer votre réaction. Ouais. Vas-y, on ferme les yeux. Moi, c'est un père de famille qui pense avoir trouvé la solution pour empêcher les Crust de passer et de venir les attaquer. Il dit en mettant du sel autour de nous, ils passeront pas, le sel les repousse et tout ça. Il y croit dur comme fer. Il est avec son fils et sa femme. Il met du sel autour de lui et les Crust arrivent et voilà la scène, voilà ce qui se passe. On peut pas le montrer à la télé, mais je voudrais juste montrer voilà la réaction. Je propose que Fred nous fasse une petite description de ce qu'il voit. Tout le truc psychologique sur la survie qui manque dans Walking Dead, on l'a par les actes des humains, ceux qui sont poussés à faire pour survivre. Ils font des trucs complètement dingues. Dans le numéro 3, il se passe un truc avec des enfants complètement dingues. Et c'est vraiment, voilà, Walking Dead, c'est des vacances. Crust, c'est ça qui se passerait. Est-ce que c'est antérieur ou postérieur? C'est peu après Walking Dead. Mais est-ce que c'est gratuit? C'est de la violence graphique comme ça pour épater? Non, ou parce que est-ce qu'il y a un fond derrière? Il y a un fond hyper désespéré, hyper nihiliste, mais il y a quand même un fond. Ouais. Je vous propose, chers amis, si vous aimez la marche, donc la walk, de continuer cette thématique avec les zombie walk, donc ce phénomène qui traverse toute la planète avec le kidam qui se déguise en zombie et qui va aller se promener comme ça dans les rues de sa ville. Et on se retrouve juste après. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Aujourd'hui, focus sur un jeu qui cartonne chez les plus de 75 ans, le bridge. Mais non, plongé dans un loisir qui nous est cher, la zombie walk. Un peu à la façon d'un flash mob, ça consiste à se réunir en grand nombre, grimés en zombies et à avancer lentement en poussant des petits gémissements. Comme au bridge d'ailleurs, parce que les personnes âgées font exactement la même chose. Retour sur ce phénomène mondial né en 2005, mais où a-t-il vu le jour? C'est sorti aux États-Unis, on va dire, phénomène américain. Et c'est venu en France il y a une dizaine d'années en gros. Aux États-Unis, ils ont fait beaucoup de zombie walk justement avec des démarches par rapport à la fin dans le monde. Ça a commencé comme ça aussi. Le zombie est devenu un petit peu phénomène de société à travers des séries télé, beaucoup de films. Et c'est vrai que maintenant on voit multiplier les zombie walk à travers l'Europe, c'est assez impressionnant quoi. Dans chaque grande ville de France, on a une zombie walk et ça marche vraiment très très bien pour certaines villes. Où trouve-t-on les plus grosses zombie walk? Il y a la ville de Paris, il y a Lyon, à Strasbourg aussi. En Europe, il y a Berlin, Bruxelles. C'est vrai que dans chaque grande ville d'Europe, on a sa zombie walk. J'ai entendu parler en Europe, ça va jusqu'à 5000. Hein. Combien as-tu fait de zombie walk? J'ai fait en gros une dizaine de zombie walk en Europe. Et c'est vrai que c'est assez sympa d'être dans le public avec un visage complètement destroy, on va dire. Et puis de voir un peu le regard des gens qui nous regardent, un peu effarés, terrorisés. Et comment se déroule une zombie walk? En gros, 80% du public viennent déjà maquillés. Donc c'est vrai que c'est intéressant, chacun peut venir avec des éléments de base qu'on a à la maison, du faux sang ou autre, même un peu de confiture sur soi, des habits un petit peu destroy, déchirés de partout, et puis l'affaire est dans le sac, hein, ça ne demande pas vraiment un budget énorme. Et par contre, au niveau sécurité, il faut quand même que ça soit un parcours délimité, que la police soit présente, parce qu'on ne peut pas faire tout n'importe quoi, bien entendu, quoi. Surtout dans des grandes villes, dans les petites villes, c'est un peu plus jouable, on va dire. Quel est ton zombie? J'ai deux personnages clés, parce que je fais beaucoup d'animations, déambulations, à travers mon personnage fétiche qui est Michael Myers, même si c'est pas un zombie. Entre autres, je me maquille souvent un peu l'univers Clive Barker, Hellraiser. Donc j'avais fait une zombie walk l'année dernière habillée en Pinhead.
Donc c'est un personnage qui vient des enfers. C'est vrai que je reprends souvent ce personnage. Quelle est la différence entre une zombie walk et le cosplay façon Yumi? La zombie walk, en gros, c'est un peu un cosplay urbain. C'est un peu protestataire. Hein. On est là justement pour crier famine, hein, demander de la chair humaine. Quel est le regard que les gens portent sur ces zombies? On a reçu cette année Benjamin Rocher, qui est réalisateur du film La Horde, très bon film de zombies. Il me disait qu'il était assez surpris un peu par ce phénomène de morts-vivants, de zombies, parce que c'est vrai qu'à travers ce qu'on voit à la télévision, la presse, etc., de voir des personnes, un client crier cerveau, viande fraîche, et complètement amorphe de la tête aux pieds, c'est assez intriguant et ça passe bien par rapport à la population, ça passe très très bien. C'est assez imposant, hein, les zombies walk qu'on en voit partout, ça se démocratise. C'est comme les flash mobs, hein, ça a commencé comme ça aussi. Mais bon, en général, ça se passe super bien, j'ai jamais rencontré de personnes qui ont des zombies walk où ça s'est mal passé, quoi. C'est toujours dans l'esprit fun, on n'est pas là pour tuer des gens. Quels sont tes films de zombies préférés? Comme tout le monde, hein, le film de Romero, hein, il nous a tout appris, hein, avec ces zombies qui marchaient parfaitement droit, entre autres. Et le film de Danny Boyle aussi, qui est assez intéressant. Après, on tombe un peu plus dans le funky, Zombieland, qui est assez sympa. On fait partie des derniers rares non-zombies, parce qu'on fait toujours gaffe. Roule tout doux et garde les yeux bien ouverts. Pas de bol. Et ton nanar zombie préféré? Il y a le lac des morts vivants, qui est assez fun. J'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est vraiment, comme tu dis, ça tue, quoi. On retrouve même fréquemment des zombie walk en marge des défilés des indignés à travers le monde. Feu Stéphane Hessel ne s'attendait certainement pas à ça. C'est le moment de finir l'interview, je pense. Et maintenant, tout bon festival qui se respecte a sa zombie walk. C'est pas faux. C'est pas faux. Il y en a à Strasbourg, par exemple. Il y en a à CJS, où on a fait un Inside CJS récemment. Et parfois, ça draine des foules spectaculairement grosses. En tout cas, on enchaîne avec Stéphane qui va nous parler bien sûr d'une rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Et vous allez voir, pour cette spéciale zombie, il a bien fait, il n'a pas choisi oui oui. Rubrique jeu de rôle avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Émission spéciale oblige, ce soir nous allons parler de Zombie. Le jeu qui s'impose chez nous dans ce domaine est une création française, un jeu qui s'appelle Z-Corp. Comme dans les autres jeux de rôle, les joueurs incarnent des personnages et font évoluer de manière interactive une histoire dont ils sont les héros et les personnages principaux. Le maître de jeu en face crée des événements, le décor, des personnages non joueurs qu'il incarne, et finalement, ce sont les actions et réactions des joueurs qui font avancer le récit. La partie de ce soir est en mode survivant. Il s'agit du scénario du livre de base, Open All Night, qui débute dans un bowling proche de la ville de Topeka, sur l'Interstate 70, en direction de Kansas City. Vous pouvez retrouver ces lieux sur Google Maps. Les joueurs sont installés autour de la table et ils choisissent leur personnage parmi une liste de pré-tirés. John choisit très rapidement le geek, qu'il va nommer. Il le nomme David Fresinson. Henry, de son côté, s'est décidé pour la Miss Beauté locale, Miss Épi de Maïs, et il la nomme Erel. Ne leur manque qu'une raison de se retrouver au bowling, parmi la faune locale de camionneurs et de gars décidés à faire la fête. Après des mois de cours assidus, c'est tout trouvé. Le geek a enfin réussi à convaincre Erel de sortir avec lui dans ce bowling bar karaoké. John et Henry ignorent pour le moment le thème de ce jeu de rôle. Des surprises les attendent. Le MJ annonce aux joueurs qu'une voiture vient de percuter la façade du bowling. Les PJ se rendent sur place les premiers. Henry annonce tout de suite pour Erel que son personnage tente d'ouvrir la portière pour tenter d'apporter des soins au pilote sûrement blessé. Pendant ce temps, John indique au maître de jeu que lui appelle des secours. Après 3 appels infructueux, comme le signale le maître de jeu, toutes les lignes sont occupées, il ne parvient pas à joindre l'hôpital. John se tourne donc vers sa deuxième option, il appelle le shérif, lequel répond comme le maître de jeu lui indique.
Dans la voiture, dont la portière a été décrochée avec l'aide d'autres clients, RL constate la mort du chauffard, un homme d'une cinquantaine d'années qui ne sent pas l'alcool, par contre livide et les traits tirés. En fouillant dans ses poches, le personnage d'RL note avec son portefeuille qu'il s'agit d'un certain John Butler, employé de One World. De son côté, John, lui, prend des notes. Un excellent réflexe pour bien suivre toutes les informations et avoir tous les indices. Le mort a en revanche une marque de morsure au niveau du mollet, peut-être due à un chien, et John la remarque en se penchant. Les PJ ne le savent pas, ils l'ignorent encore, mais le gars de One World ne va pas tarder à se relever d'entre les morts. Un gars du bowling est sorti fumer une clope et il s'est fait mordre par un junkie. Les joueurs ne sont pas dupes, ils ont compris ce qui se trame, ils savent qu'il va y avoir du zombie. Mais comment convaincre maintenant les bonnes gens du bowling d'abattre l'un des leurs? Comment isoler Josh qui s'est fait mordre alors que son frère est dans la salle et qu'il le défend? Les joueurs se creusent la tête, ils discutent, les choses sont animées autour de la table. Soudain, John a une idée. Sur son PC portable, David, son personnage, lance une recherche sur les événements récents. Il va essayer de trouver des preuves de ce qui se passe. Il lance une recherche, il jette les dés, jette des réussis. Très vite, sur les réseaux sociaux, il découvre des images de la ville, des agressions sauvages, des types en combi jaune qui sont en train de poser des bâches et qui bouclent des quartiers entiers. Il y a même des images d'un policier monté qui tape dans la foule tandis que son canasson se fait mordre par des citoyens. Bref, à l'extérieur, c'est le chaos et dans le bowling, c'est la panique. Les débats passionnés autour de la table ont finalement été brutalement interrompus par la transformation de Josh en zombie et par le réveil de John Butler. John et Henry indiquent immédiatement que leur personnage s'enfuit. Ils courent avec deux autres survivants et ils sont en train de se replier dans le bâtiment. Ils montent à l'étage, les malins. David et RL, les personnages de John et Henry, viennent de remarquer une fenêtre, ils vont sauter. Le maître de jeu leur demande un jet d'acrobatie alors qu'ils s'approchent. RL réussit sans mal, elle se réceptionne au sol sans danger. Pour John, le geek qui est moins doué, ça va être difficile. C'est raté évidemment. Il tombe sans se blesser, ce n'est pas très grave, mais sa chute sur une poubelle fait beaucoup de bruit, elle va attirer des zombies. Il fuit en abandonnant leur compagnon d'infortune à l'intérieur du bowling. Les PJ ont volé un véhicule et les joueurs ont ensuite dû éliminer un zombie, mais le personnage de Henry, RL, a été aspergé de sang dans le combat. Elle craint maintenant de se transformer et David la surveille du coin de l'œil. Les deux joueurs tiennent leur rôle, ils jouent le jeu et se regardent avec des airs suspicieux. La délivrance est pourtant proche, le maître de jeu est en train de leur décrire un barrage militaire qui laisse passer des civils non contaminés droit devant eux. Les deux joueurs se mettent à débattre. Surprenant, que se passe-t-il? Henry craint que les militaires lui tirent dessus, ou plutôt tirent sur son personnage RL si elle se présente au barrage avec tout le sang qu'elle a sur elle. Et à la surprise générale, il choisit de faire fuir son personnage dans la forêt. Le personnage s'en va devant la réaction de stupeur de John, qui se marre quand même un petit peu, mais décrit bien la réaction de stupeur de son personnage et ses longs appels pour que RL revienne. Malgré son héroïsme, le PJ Geek ne couchera pas ce soir. Message à ma mamie qui regarde cette émission. Mamie, tu vas encore prendre 4 minutes de zombies avec Rurik. Rubrique cinéma avec Rurik. Ma grand-mère qui te kiffe. Mais c'est pareil, je la kiffe aussi beaucoup. Je suis très content qu'elle me regarde car c'est à toi que je m'adresse, mamie. Alors, j'ai choisi... De quoi vas-tu nous parler? Arrêtons de parler de ma grand-mère. Non, c'est pas si horrible que ça, c'est pas si horrible que ça, mais un petit peu quand même. Hein. Regardez quelques images sous vos yeux ébahis. Voilà, déjà c'est écrit, ça doit être du coréen du Nord, ça. Non, c'est du japonais, bien sûr. Alors, on voit des zombies, hein, c'est pas très original. Ce petit travelling sympathique sur les jambes de nos deux héros qui sont... ceux qui ont des mains aussi, un mec avec une coupe afro et un chauve. Voilà. Déjà pas coupe afro. Bah, c'est-à-dire, c'est voilà. Je ne suis pas aussi chauve que ça, je n'ai pas de coupe afro. C'est un petit peu mes deux opposés. C'est adapté d'un manga, ça, non? C'est adapté d'un manga. Ce sont deux excellents acteurs, certainement l'un des meilleurs du monde, Asano Tadanobu et Sho Aikawa. Voilà. Sho Aikawa, qui est un mec, le chauve, est un habitué des films de Takashi Miike, puisqu'il a fait Zebraman, par exemple. Si vous connaissez Zebraman, c'était lui qui interprétait Zebraman. Et il est aussi le héros des 3 Dead or Alive. Voilà. Tokyo Zombie, ça parle de quoi? Tokyo Zombie, donc c'est adapté d'un manga qui est l'un des rares. En France aux éditions Immo. Exactement, et c'est vachement bien. Moi, j'aime pas les mangas, ça m'emmerde, et le style est très différent. C'est pas du tout le manga genre grands yeux, machin, un petit peu... Avec des enfants de 6 ans, je pense. Avec des enfants de 6 ans, malheureusement. Alors là, il y en a, mais tu vas voir ce qu'ils prennent, par contre. Hein. Alors, Fred va être réconcilié avec les héros de 6 ans dans les mangas. Leur destin est tout autre. Donc, Tokyo Zombie, c'est l'histoire de deux mecs qui sont un petit peu des losers, un chauve, un mec qui a une coupe afro. Et dans un espèce de Japon où tous les gens décident de déverser leurs ordures au même endroit. Alors c'est très japonais parce qu'à côté du mont Fuji, il y a un endroit par exemple où les gens se suicident. Pour de vrai, hein, ça c'est pour de vrai. Les gens vont se cacher dans la forêt et quand ils se suicident, souvent c'est là-bas pour le faire un petit peu caché du monde. Donc ils ont repris un petit peu cette logique et c'est le Black Fuji. C'est une espèce d'énorme montagne dégueulasse d'ordures, de tous les mecs balancent des ordures, s'en foutent complètement. Mais il n'y a pas que des ordures puisque tous les gens qui ont besoin de se débarrasser d'un corps vont aussi
aussi là-bas pour l'enterrer. Tu vois un pédophile, je suis désolé parce que c'est dans le film, hein, qui enterre un enfant en disant mais je voulais pas taper si fort et tout. Et mais c'est horrible. Tokyo Zombie, c'est à la fois très drôle puis à la fois très fou comme ça. Sauf que forcément, mais ça c'est logique, le spécialiste de la biologie que tu sais, c'est très bien que quand tu mélanges des ordures et des cadavres, au bout d'un moment, ça commence à se mélanger et ça fait des zombies. Donc les zombies commencent à s'énerver, commencent à sortir, commencent à manger tout le monde. D'ailleurs, le pédophile se fait manger, il paye la première partie de son anatomie et celle par laquelle il a péché, bien sûr. Et donc, au bout d'un moment, il y a des zombies partout dans Tokyo. Donc, il décide d'enfermer un petit peu façon New York 97, Tokyo par un mur. Et au sein de ce Tokyo futuriste, alors l'histoire part, mais dans tous les sens. En fait, ils capturent des zombies puis ils les font se combattre comme des gladiateurs. Et nos deux amis, qui sont un petit peu les deux teubés du film, vont être séparés un moment. Et l'un des deux va devenir une sorte de combattant star de gladiateur et va se retrouver à combattre l'autre mec qui est devenu zombie. Mais il va se rendre compte qu'il n'est pas vraiment zombie et qu'il a juste été capturé pour finalement parce qu'il s'emmerdait. C'est complètement barré. À la fois c'est horrible, c'est un peu triste, c'est un peu mélancolique, mais en même temps c'est vraiment très drôle. Alors surtout, grand truc important pour qu'un film absurde marche, c'est qu'ils sont tous très sérieux. Oui, c'est jamais ça, genre je fais un clin d'œil. Il y a pas de clin d'œil là. C'est nous, on est comme ça. Et du coup c'est le spectateur qui se dit mais ils sont fous ces mecs. Et Sakichi Sato qui a fait le film, il est aussi scénariste de plein d'autres trucs, dont des trucs de Miike comme Gozu et surtout Ichi the Killer, qui est très connu, ultra violent, avec ce mec qui a en fait la bouche totalement ouverte et qui la bloque par des épingles. Et quand il les enlève, sa bouche s'ouvre comme si c'était un gouffre, quoi. Voilà, il est scénariste de ce truc-là. Mais Tokyo Zombie, je trouve qu'il y a aussi au-delà de la BD qui est effectivement vraiment bien. On peut regarder le film, lire la BD ou faire les deux. Moi, j'ai fait les deux. Au-delà de ça, il y a quelque chose que les Japonais et les Coréens aussi arrivent très bien à faire. C'est-à-dire que c'est à la fois très drôle, à la fois quand même assez horrible et à la fois très triste. Parce que quand il y a toute cette partie un peu gladiatoresque, il y a une vraie mélancolie sur le mec qui a perdu son ami et ça marche. C'est-à-dire qu'on rigole. Là, on rigole plus. Et tu vois, on parlait dans une autre émission de cette espèce de fatalité que les Japonais ont. Cette mélancolie est très japonaise et ça transparaît dans le film. Voilà, c'est pas un grand film, mais c'est très marrant. Tokyo Zombie. Pour toi, mamie. En tout cas, moi, je vais appeler François à l'aide, puisque François, c'est la deuxième parenthèse non zombiesque de cette spéciale zombie. Donc, on va pouvoir un petit peu respirer. On se retrouve juste après. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Salut les copains, aujourd'hui un message d'aigreur, puisque je n'ai pas la chance d'être avec vous dans votre vaisseau spatial en ce moment. Je trouve ça un peu dommage. Alors peut-être, oui, je n'ai pas la capacité physique comme vous de faire des mois d'entraînement avec la NASA pour aller dans l'espace, mais je trouve ça dommage parce que même vous pouvez me faire coucou quand vous passez devant chez moi. Hein, je vois jamais. Je suis toujours en train de vous regarder, je vois jamais. C'est pas grave. Donc tout de suite, un talent web. J'aurais aimé être dans l'espace, putain. J'ai rien contre une partie de poker entre potes de temps en temps. C'est plus vraiment du poker, mais plutôt une usine de blagues, nul à chier toute la soirée. Je me couche. Tapis. Parmi les grands podcasteurs, ces humoristes qui se filment face caméra chez eux, on compte Norman et Cyprien. Tous deux à plus de 150 millions de vues. Mais voilà un petit nouveau qui gagne à être connu, Mr. Tell. Déjà 1 million de vues et 10 000 fans sur le Geekbook. Rencontre avec Jérôme, c'est son petit nom dans la vraie vie. Comment as-tu commencé ? La première vidéo que j'ai faite, c'était sur Dailymotion, c'était en 2007. Alors le thème, je crois que c'était les jeux télévisés. C'est en faisant du commerce que je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas trop et en cours, je passais mon temps à écrire des textes, à écrire des petites idées. Et quand j'ai vu que des mecs se lançaient en 2007-2008, j'ai fait allez banco, c'est parti, moi aussi je peux le faire. J'ai pris la caméra de papa et j'ai commencé à faire mes premières vidéos chez moi. Comme l'impression que t'es à ma place là. Non. Bah si. Bah non. Bah... Il est quelle heure ? J'ai toujours aimé faire le clown, faire des vannes. Je me suis rendu compte qu'avec Internet, ça offrait la possibilité de toucher un maximum de personnes, plus que son cercle d'entourage. Quand il y a des gens qui sont derrière, qui te suivent, qui t'encouragent, des petits mots et tout, c'est flatteur et ça donne envie de faire mieux à chaque fois, de vidéo en vidéo. Est-ce que tu côtoies des autres podcasteurs ? Il y a les Norman, Cyprien et compagnie, on se connaît tous, on se côtoie, et une petite bande de potes, on peut appeler ça un petit crew, comme on dit dans le milieu du rap. Mais voilà, on a la même passion, forcément, ça tisse des liens. On est tous un petit peu le côté geek, jeux vidéo, le côté ce qui se passe sur internet, l'actualité et tout, et c'est ce qui nous rapproche, et au final, on se fait des soirées comme des jeunes qui s'entendent bien. Comment a évolué ton style ? Bon, c'était vraiment, je mettais ma caméra, c'était limite beaucoup d'impro, moins de texte. Maintenant, c'est tout ce que je fais, j'essaie vraiment de le cadrer, de le structurer et vraiment de laisser peu de place à l'improvisation. Même si des fois il en faut toujours une petite touche, mais trop d'impro, tu l'impro. Voilà. Oscar Wilde.
quand je regarde mes vidéos de 2007, je fais, je paraissais carrément jeune, alors qu'à l'époque, quand je les faisais, c'est quelque chose, un point qui me choquait. Mais c'est vrai que quand je les regarde, j'en suis satisfait pour l'époque où je l'ai fait avec les moyens que je les faisais. Mais si j'étais toujours au même niveau qu'en 2007, je me poserais des questions. Enfin, je pense que j'aurais arrêté, je sais pas. Mais c'est positif quand je regarde. Waouh, voilà un homme qui a du charisme. Quelle est ta vidéo préférée? Celle sur le chômage, par exemple. C'est vrai que c'est une cause qui m'a touché. Je pense qu'on a tous été plus ou moins touchés par le chômage. Tu te retrouves au chômage pour la première fois de ta vie. Au début, t'es super content. Ça te donne le temps de faire des trucs que t'as jamais pu faire avant et ne rien faire du tout. Voilà, moi j'ai pris plaisir à écrire ça parce que j'ai vraiment dit ce que je pensais, ce que je ressentais par rapport à ça. Et voilà, quand c'est vrai, les gens ils le voient, ils voient que c'est sincère et ce qui donne plus de plaisir à faire. Ouais. Pour parler à un conseiller, appuyez sur la touche étoile. Pour confirmer, appuyez sur dièse. Composez à présent le générique des Simpsons à l'aide de votre clavier. Si je fais David Guetta, c'est bon? Quelle difficulté as-tu rencontré? Chaque vidéo, il y a une difficulté. Quelqu'un qui est sur le plateau, sur le plateau dans l'appart ou dehors, en extérieur pour cadrer, c'est un souci en moins et c'est toujours un plaisir de devoir se concentrer uniquement sur sa tâche qui est l'écriture et le jeu d'acteur. Rien n'est difficile, mais rien n'est facile non plus. Je fais des citations. Comment définirais-tu ton style? Le naturel, voilà, un style naturel. Quand ça respire la sincérité, le naturel, pas se faire un personnage, se cacher derrière quelque chose, montrer ce qu'on est vraiment, c'est ce qui intéresse les gens aujourd'hui, je pense. Parle-nous de ton expérience avec Eurosport. J'aime le sport de base, mais j'aime plus le regarder qu'en faire. Je pense que ça se voit plutôt physiquement que je ne pratique pas le sport. J'ai fait une dizaine de vidéos avec Eurosport. Là aujourd'hui j'ai encore des projets vidéo qui tournent plus ou moins encore autour du sport, de la santé et tout, et c'est un thème que j'aime bien, enfin, montrer mon côté un petit peu loser dans toutes les tentatives où je voulais faire du sport, qui se révèle toujours un échec. Et tu te dis que le sport à la télé c'est quand même beaucoup plus sympa. Qui ne saute pas? Mais pas l'honneur. Quels sont tes futurs projets? Déjà de rester sur internet, être présent, de faire des vidéos, de bosser de plus en plus en équipe, aussi bien dans l'écriture que dans la réalisation. La télévision c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Après c'est sûr que s'il y a une proposition qui se fait, je réfléchirai, c'est sûr, mais je pense qu'on a la chance d'avoir internet à notre époque, autant en profiter et autant montrer ses créations directement au cœur de là où tout le monde peut les voir. Finissons avec cette citation de ma grand-mère. Mister Tell, je sais pas qui c'est, mais je l'aime bien. Non, elle est forte, ma grand-mère. Voilà Mister Tell qui n'est pas le podcasteur le plus connu, mais qui est en train de monter. Donc on lui fait un petit coucou et un petit focus par l'émission. On enchaîne avec Franck qui, lui, nous replonge complètement dans cette thématique zombie. Tout de suite, la shopping list. Allez. Je sais pas ce qu'il a, mon double, en ce moment, mais pas très bien. Je crois qu'il a une conjonctivite. Enfin bref. Soleil US Comics a édité des intégrales de Judge Dredd, un flic du futur avec un casque et des muscles en acier qui fait régner l'ordre dans une Amérique post-apo. Les aventures de ce juge ont débuté dans une revue britannique de science-fiction 2080 en 1977 et s'en est suivi un film avec Stallone ainsi que des jeux vidéo, mais plongez-vous plutôt dans les comics. Starcraft 2 chez Panini Books. Bon, perso, j'ai jamais lu les histoires tirées des jeux vidéo et je me demande si justement quand on est à fond dans un jeu, on a le temps de s'intéresser à l'univers qui se construit autour. Bon, allez, ça va être mon petit sondage du jour. Lisez-vous, oui ou non, les romans tirés des histoires de vos jeux vidéo préférés? Votre réponse est super importante. Nous avons besoin de vous. Santetsu chez Glénat, un manga qui raconte les événements qui précèdent le 11 mars 2011, après le cataclysme qui a ravagé le Japon dû au tremblement de terre et au tsunami. Nous allons suivre l'histoire d'employés de chemin de fer japonais qui vont tout faire pour rétablir les voies de communication. C'est entièrement tiré d'une histoire vraie et nous pourrons constater le courage, la volonté et l'union dont fait preuve cette communauté qui ne baisse jamais les bras. Boonshaker chez Panini Books, un roman qui nous montre un siècle sombre et terrifiant. Ça se passe en 1880, la guerre civile américaine fait rage depuis 2 décennies et les scientifiques détournent les lois de la nature et échangent leur âme contre des armes surnaturelles alimentées par le feu, la vapeur et le sang. C'est totalement fou, c'est un roman d'horreur où steampunk et uchronie se mélangent parfaitement bien et moi j'adore.
Terraform Mars chez Kazé, c'est l'histoire de scientifiques qui vont envoyer des cafards sur Mars car c'est l'unique forme de vie qui peut résister à l'environnement de cette planète. Ils vont évoluer comme des humains et des années plus tard, un groupe d'astronautes génétiquement modifiés va devoir se battre contre ces insectes. Jusqu'à présent, on les mangeait ou on les écrasait, mais là, ils vont nous casser la gueule, mais sévère quoi. Bon, autant vous dire que moi, j'aimerais pas me battre contre des hommes saumons. Ou encore pire, des hommes noisettes. Oh, j'aime trop les noisettes. Alien Colonial Marines chez Sega, un jeu interdit aux moins de 18 ans car vous l'aurez compris, ça reprend l'univers des films Alien. Le jeu a reçu beaucoup de critiques négatives, des textures pas très belles ou encore des mouvements pas très fluides, un FPS où on marche, on tire, on recharge et on s'ennuie. Mais on a tout de même peur et la coopération à 4 joueurs relève le niveau. Et ce jeu vous incitera plus à aller revoir les films, je pense. Steel Ball Run chez Tonkam, un manga qui se passe en 1890 dans une Amérique où se déroule une grande course de chevaux. Un univers barge comme les Japonais savent si bien le créer. Et d'ailleurs, je me demande où est-ce qu'ils vont chercher toutes ces idées, moi. Alors, la prochaine histoire sera une orpheline de 15 ans dans les années 70 en Antarctique qui va devoir trouver un arrosoir métallique avec l'aide de son poisson-ours cybernétique. Oh, ça me semble plutôt cool, hein. Sing Party chez Nintendo, un jeu de chant sur Wii U où vous pouvez chanter et danser comme une folie. Vous pourrez chanter comme la belle et frappante Rihanna, lever les bras sans toucher le micro avec David Guetta, remettre votre mèche en chantant du Justin Bieber ou encore chanter comme une vraie Lady Gaga en chair et en steak. Un jeu à réserver entre amis lorsque vous êtes tout On va maintenant parler d'un très beau livre, Les séries de notre enfance, édité chez Pollux. C'est un beau livre, bien gros, bien mis en page et bien écrit. Enfin bref, que de compliments et de points positifs sur ce bouquin. Vous y retrouverez les dessins animés tels qu'Inspecteur Gadget, Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or et plein d'autres. C'est un livre écrit par Marouin Eluasti et Nordine Zemrak et je le conseille puissance 1000, c'est un méga coup de cœur de la shopping list. C'est le moment de voter, les amis. Je fais un zombie qui parle. Parce que sinon, ce lancement était vide et n'avait absolument aucun intérêt. Ouais, je sais. J'ai des talents d'imitateur qui se dévoilent quand même au fur et à mesure des émissions. Comme ça, je trouve que c'est bien fait. C'est le moment de voter. À qui donne plus ton plus? Non, ben moi, je suis pas très fan de zombies, en fait. Donc, je vais voter pour l'interview Doctor Who. Oh, la petite joueuse, quand même. Oh, c'est notre petite Aurel, c'est une petite chose. Laurent? Le film de Rurik, dont j'ai oublié le nom. Voilà, Tokyo Zombie. Tokyo Zombie. Seb? Je fais bien aussi. Ouais, tu le fais très bien. Un zombie japonais. Seb? Bah, Tokyo Zombie. D'accord. Non, mais c'était pour qu'il ait plus de voix. Ah, d'accord. Ça, je suis sûr que tu gagnes. Seb? Fred? Moi non, ce serait plutôt pour ta série, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Alors, je l'ai pas en coffret, je peux pas donner toutes mes séries non plus. Je la garde, celle-là, c'est mon petit coup de cœur. J'ai oublié ta série, c'est quoi? C'est Dead Set. Ah, alors Dead Set, ça m'intéresse, mais en même temps, je trouve que c'est de la merde. C'est vrai que les trucs de zombies en film m'emmerdent de plus en plus, et j'aurais tendance à... Ouais, en image qui bouge avec des gens qui parlent. Non, mais la BD... peut-être bien taré, toi tu me plais, toi. Tu me plais, lui. Et moi, je vote aussi pour toi, parce que je trouve que mettre un petit coup de tang comme ça à Walking Dead, c'est pas mal. Ouais. Ça a trop de succès hyper bien, mais voilà, il y a d'autres trucs à côté. C'est neuf. Nous aussi, on n'est pas mainstream. Hein. Dès que ça marche, on casse et on parlera que de trucs complètement obscurs jusqu'à la fin de nos vies. Justement, c'est la fin de cette émission. Alors, vous pouvez poursuivre l'aventure si vous n'êtes pas un zombie sur les réseaux sociaux tels que Geekbook, Geekter, l'appli Geek, le site internet, le forum. Ça vous permet d'interagir, de rencontrer d'autres personnes qui suivent cette émission et qui l'aiment bien ou qui l'aiment pas, comme ça vous pouvez faire des mutualisations de haine contre nous. N'oubliez pas avant de se quitter 2 choses toujours très importantes. Il n'y a pas d'âge pour se revendiquer plus ou moins geek, et un bon geek, c'est un geek curieux. Au revoir.